Une odeur de whisky bon marché et de fumée de cigares rassis étouffait l'air du Silver Dollar Saloon de Leadville. En 1881, cette ville champignon impitoyable voyait des fortunes se perdre sur une seule carte. Layla Boone, un montagnard solitaire taillé dans le granit de Saguache, était assis, immobile, à une table du fond. Il tenait d'une main qui aurait pu lui acheter le bar. Face à lui, un prospecteur en sueur, tremblant de désespoir, poussa ses derniers jetons. « Je n'ai plus d'argent », dit l'homme d'une voix rauque, en montrant du doigt une silhouette grelottante, couverte de cendres, recroquevillée dans l'ombre. « Mais je parie la fille. Elle est muette, laide et ne vaut absolument rien. Mais elle est à vous si vous gagnez. » Layla ne s'y a pas. Il se contenta de poser ses cartes. Le silence qui s'abattit sur le Silver Dollar Saloon était plus lourd qu'une avalanche d'hiver. La musique criarde du piano dans le coin s'arrêta net, les doigts du pianiste s'étant figés sur les touches. Tous les yeux injectés de sang de la salle se tournèrent vers la table du fond. Layla Boone se pencha lentement en arrière sur sa chaise en bois qui grinçait. Il n'était pas à sa place dans cette ville champignon bondée et puante, vêtu d'une peau de daim qui sentait la sève de pin et la fumée de bois, avec une barbe épaisse et des yeux de la couleur d'un nuage d'orage menaçant. C'était une créature des hautes forêts, pas des salles de jeu. Il ne descendait de sa cabane du Monde Massif que 2 fois par an pour acheter du sel, du café et des munitions. Il s'était seulement assis à cette table de poker parce que le croupier, une vieille connaissance nommée Jack Henderson le Bourne, l'avait incité à une partie amicale. La partie avait cessé d'être amicale 3 heures plus tôt. De l'autre côté du tapis vert se trouvait Josiah Crabtree, un homme qui avait la morale d'un serpent à sonnette et l'hygiène d'un putois mort. Crabtree avait perdu régulièrement toute la nuit, sa mise de poussière d'argent se réduisant à néant. Le désespoir l'avait rendu imprévisible et maintenant, il l'avait rendu monstrueux. « Vous ne pouvez pas parier un être humain, Crabtree, » dit Layla, sa voix un grondement grave et rauque qui vibrait dans la poitrine des hommes se tenant à proximité. La proclamation d'émancipation a été signée il y a 20 ans. On ne fait pas le commerce de la chair humaine dans le Colorado. Ce n'est pas une esclave, c'est ma pupille, cracha Crabtree en essuyant une trace de jus de tabac sur son menton. Légalement liée à moi jusqu'à ses 21 ans. Elle s'appelle Hattie. Elle a eu une fièvre cérébrale il y a quelques années. Ça l'a rendue complètement muette. Elle est couverte de cicatrices, craintive, et ne vaut même pas la robe qu'elle porte. Mais elle sait préparer un ragoût et recoudre une chemise. Il pointa un doigt tremblant et calleux vers le coin de la pièce. Layla regarda. Recroquevillé sous un manteau de laine sale et trop grand se trouvait une petite silhouette. Son visage était entièrement caché par un bonnet en lambeaux et maculé de suie et de cendres, probablement parce qu'elle dormait près du poêle du saloon. Elle gardait la tête baissée, ses mains agrippant un sac de voyage usé contre sa poitrine. Elle semblait totalement abattue, un oiseau brisé piégé dans une cage d'homme cruel. « Je me couche », dit Layla, en tendant la main pour reprendre ses jetons. Il ne voulait rien avoir à faire avec cette noirceur. « Si vous vous couchez, je la vends au bordel du coin », hurla Crabtree, les yeux grands ouverts et hagards. « Madame Rosa me doit une faveur. Elle prendra la fille. Elle ne la mettra peut-être pas dans le salon principal, mais il y a des hommes dans cette ville qui se fichent de l'apparence d'une femme dans le noir. » Un murmure parcourut le saloon. Même dans une ville aussi anarchique que Leadville, vendre une fille au bouge de Madame Rosa était une limite que la plupart des hommes ne franchiraient pas. La main de Layla s'arrêta. Il regarda le tas de jetons, puis de nouveau la fille. Elle avait tressailli au mot « bordel », un tremblement infime, presque imperceptible, que l'œil de chasseur aguerri de Layla avait capté. Elle était terrifiée. Layla soupira, un son lourd qui semblait porter le poids de toute la chaîne de montagne. Il détestait se mêler des affaires des basses-terres, mais il ne pouvait pas la laisser à ce sort. « Montrez vos cartes, Crabtree, » dit Layla doucement. Crabtree sourit, un sourire décharné aux dents manquantes, et retourna ses cartes. « 3 ou 8, lis ça et pleure, montagnard. » La foule se pencha. Layla ne changea pas d'expression. Il retourna méthodiquement ses cartes une par une. Un 10 de pique, un valet de pique, une dame, un roi, et enfin, l'as de pique. Une quinte flush royale, souffla Jack Henderson, son unique œil valide s'écarquillant. « Seigneur Tout-Puissant,
Le visage de Crabtree perdit ses couleurs. Il bondit de la table, sa main se dirigeant vers le revolver Colt qu'il portait à la hanche. « Vous avez triché. » Avant même que les doigts de Crabtree n'effleurent la crosse en bois de son pistolet, Layla était sur ses pieds. Le montagnard se déplaça avec une vitesse terrifiante, sa main massive se refermant sur la gorge de Crabtree et le projetant sur la table de poker. Le bois se brisa sous l'impact, les jetons et les cartes s'éparpillant comme des feuilles mortes. « Vous me devez une pupille, » murmura Layla, son visage à quelques centimètres de celui de Crabtree. « Et si jamais je revois votre visage de mon côté de la montagne, je vous donnerai en pâture au grizzly, morceau par morceau. Sommes-nous bien d'accord? » Crabtree hocha la tête frénétiquement, cherchant de l'air. Layla le relâcha avec dégoût et se tourna vers le coin. La foule s'écarta pour lui comme si Moïse séparait la mer Rouge. Il s'approcha de la file grelottante. « Venez, » dit Layla doucement, en lui tendant une main massive et cailleuse. « Vous partez avec moi. » La fille hésita. Elle leva les yeux, et pendant une fraction de seconde, sous la crasse et la suie, Layla aperçut l'éclat de saisissants yeux verts et intelligents. Puis, elle baissa rapidement la tête, attrapa son sac de voyage et ignora sa main, se levant toute seule. Elle le suivit hors du saloon, dans le froid mordant de la nuit du Colorado. Le pari était gagné, mais alors que Layla regardait la femme fragile et sale qui le suivait, il réalisa que le vrai jeu ne faisait que commencer. L'ascension du mont Massif était brutale, même dans les meilleures conditions. Maintenant, avec les vents de fin octobre hurlant dans les canyons et la première menace de neige d'hiver pesant lourdement dans les nuages gris-fer, elle était périlleuse. Layla menait la marche sur son hongre rouant, Buster, avec ses 2 moules de bas trottinant derrière. Hattie montait la 2e meule. Layla lui avait acheté une selle convenable avant de quitter Laddville, échangeant 3 pots de castor de première qualité avec un maître d'écurie pour s'assurer qu'elle n'ait pas à monter à crue sur les pentes abruptes. Pendant 2 jours, ils grimpèrent dans un silence absolu. La fille, Hattie, bien que Layla se surprenait à l'appeler simplement « la fille » dans sa tête, n'avait pas émis un seul son. Pas un soupir quand le sentier devenait si raide qu'elle devait se pencher sur le cou de la mule, pas un gémissement quand le vent glacial mordait à travers son nouveau manteau de laine, un autre achat de Layla, et pas une plainte quand leur repas se composait entièrement de biscuits de mer et de haricots froids. Layla l'observait discrètement. Crabtree l'avait qualifié de sans valeur, brisé par une fièvre cérébrale, et laide comme un péché. Mais au fil des jours, Layla commença à remarquer des incohérences. La 2e nuit, ils campèrent près d'un ruisseau gelé. Layla était en train de ramasser du bois de chauffage quand il entendit le claquement sec d'une branche sèche. Il se retourna, la main sur son couteau de chasse, s'attendant à un cougar. À la place, il vit Hattie. Elle avait déroulé sa lourde tente en toile et enfonçait expertement les piquets d'enfer dans le sol gelé avec une pierre. Elle se déplaçait avec une efficacité rythmée et expérimentée. Quand elle eut fini, elle s'occupa d'arranger le foyer, empilant le petit bois en une forme de tipi parfaite qui prit feu à la première étincelle de son silex. « Vous avez déjà campé », nota Layla à voix haute, en jetant une grosse bûche sur le feu grandissant. Hattie se raidit. Elle baissa immédiatement le regard, rentra les épaules pour paraître plus petite et se retira dans l'ombre au bord du feu. La femme compétente et efficace avait disparu, remplacée une fois de plus par la pupille terrifiée et brisée. Elle joue un rôle, réalisa Layla avec un sursaut. La crasse, le silence, la posture voûtée, c'est une armure. Le soir du 3e jour, ils franchirent enfin la limite des arbres et arrivèrent à la cabane de Layla. C'était une structure solide et bien construite de gros rondins de pin, nichés à flanc de montagne pour la protéger des pires vents d'hiver. De la fumée s'échappait encore faiblement de la cheminée en pierre, grâce au charbon à combustion lente que Layla avait laissé dans l'air. Layla poussa la lourde porte en chêne et alluma une lanterne à pétrole. La cabane était propre, sobre et sentait le cèdre et le vieux cuir. Il y avait une pièce principale avec une grande cheminée en pierre, un petit poêle en fonte pour cuisiner, une table robuste et un fauteuil à bascule. Un lourd rideau séparait une petite alcôve pour dormir. « Nous y voilà », dit Layla en accrochant son manteau à une patère. Il se tourna pour la regarder. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son sac de voyage, regardant autour d'elle avec de grands yeux. « Écoutez-moi, dit-il,
Son ton sérieux mais dépourvu de cruauté. Je ne vous ai pas gagné pour faire de vous une esclave, et encore moins pour faire de vous ma femme. Vous dormez derrière ce rideau. Je prendrai le lit de camp ici. Vous êtes en sécurité. Quand la neige fondra en mai, si vous voulez partir, je vous emmènerai à Denver et vous donnerai assez d'argent pour commencer une nouvelle vie. D'ici là, vous aidez aux corvées, je fournis la nourriture, et nous ne nous mêlons pas des affaires de l'autre. Hattie le fixa un long moment. Puis, très lentement, elle fit un unique signe de tête. Le lendemain matin, Leila sortit pour vérifier ses pièges. Quand il revint des heures plus tard, il s'arrêta net. La cabane avait été transformée. Les fenêtres tachées de suie avaient été lavées jusqu'à étinceler. Ses casseroles et poêles, habituellement juste rincés dans le ruisseau, brillaient. L'odeur de pain frais, fait avec la farine qu'il avait rapportée, remplissait l'air. Et puis, il y avait Hattie. Elle se tenait près du poêle. Elle avait pris un seau d'eau chaude derrière le rideau ce matin-là. L'épaisse couche de cendres et de suie avait disparu de son visage. Ses cheveux emmêlés avaient été lavés, brossés et tressés, révélant une riche et saisissante nuance d'auburn. Elle portait une des chemises de flanelle trop grandes de Leila, ceinturée à la taille avec un bout de ficelle. Sa propre robe sale avait apparemment été jetée. Elle se tourna quand il entra, et Leila sentit le souffle lui manquer. Elle n'était pas laide. En fait, elle possédait une beauté aristocratique et raffinée qui aurait eu sa place dans un salon de la haute société à Boston, pas dans la cabane d'un trappeur dans les Rocheuses. Ses pommettes étaient hautes et saillantes, sa mâchoire délicate mais ferme, et ses yeux, ses brillants yeux d'émeraude qu'il avait entrevus dans le saloon, étaient clairs et perçants. Il y avait une fine cicatrice estompée le long de sa mâchoire gauche, mais elle ne faisait qu'ajouter du caractère à un visage par ailleurs saisissant. Elle le vit la fixer et baissa immédiatement la tête, la vieille habitude revenant, ses épaules se voûtant. « Vous n'avez pas à vous cacher ici, » dit Leila doucement, en posant son fusil près de la porte. « Pas de moi. » Elle ne répondit pas, mais alors qu'elle posait une assiette de nourriture chaude sur la table pour lui, il remarqua ses mains. Elles étaient maintenant colleuses, rendues rugueuses par le sentier et le travail que Crabtree l'avait forcé à faire, mais les ongles étaient naturellement formés, les doigts longs et élégants. Ses mains n'étaient pas nées pour frotter les planchers. Elles étaient nées pour jouer du piano, peindre ou tenir de la porcelaine fine. Qui que soit cette femme, elle n'était pas la pupille sans valeur de Josiah Crabtree, et la montagne allait bientôt devenir très fréquentée à cause d'elle. Fin novembre, le premier grand blizzard frappa les monts Massifs, enterrant la cabane sous plus d'1 mètre de neige et les coupant entièrement du monde en bas. Pour Leila, c'était la paix qu'il recherchait chaque année. Pour Hattie, cela semblait être une couverture de sécurité lourde et suffocante. Un rythme domestique tranquille s'était installé entre eux. Ils communiquaient par gestes, hochements de tête et une sorte d'intuition silencieuse qui surprenait Leila. Il tendait la main vers une nouvelle bûche pour le feu, et elle la lui tendait déjà. Elle regardait le baril de farine, et il savait qu'il devait aller chercher de la glace dans le ruisseau pour l'eau de cuisson. Un soir, alors que le vent hurlait comme un animal mourant à l'extérieur des murs de rondins robustes, Leila était assis près du feu à réparer une raquette. Hattie était assise à table, raccommodant un accroc dans l'une de ses grosses chaussettes en laine. Leila l'observait du coin de l'œil. Il avait intentionnellement laissé un livre sur la table plus tôt dans la journée, un exemplaire de l'Iliade d'Homère dans son grec original, une relique de sa propre vie passée dans une université de l'Est avant que la guerre ne le gâche pour la société civilisée. La plupart des gens du territoire ne savaient pas lire l'anglais, encore moins le grec. Il regarda les yeux de Hattie passer de sa couture aux pages ouvertes. Ses lèvres bougeaient légèrement, formant les mots anciens. Elle était complètement absorbée, ses doigts s'arrêtant sur l'aiguille alors qu'elle lisait la page. « Achille était un idiot, » dit Leila soudainement. Hattie sursauta, la tête se relevant brusquement. Ses joues devinrent d'un cramoisi brillant, prises sur le fait. Elle repoussa rapidement le livre et reprit sa couture, secouant vigoureusement la tête comme pour prétendre qu'elle ne savait pas ce qu'il voulait dire. « Vous n'avez pas à jouer la muette avec moi, » insista Leila en se penchant en avant. « Vous lisez le grec. Vous montez à cheval mieux que la plupart des cavaliers que je connais. Quand vous dormez, vous ne marmonnez pas comme une roturière.
Vous respirez comme une dame à qui on a appris la posture avant même de savoir marcher. De qui vous cachez-vous? Les mains de Hattie tremblaient. Elle fixait la table en bois, ses jointures blanches alors qu'elle serrait la chaussette en laine. Un instant, Leila pensa qu'elle pourrait pleurer. Au lieu de cela, elle se leva brusquement, lui tourna le dos et se retira derrière son rideau, le tirant avec un claquement sec. Leila se maudit. Il avait poussé trop fort. Il respectait la nature sauvage et il savait que lorsqu'on accule une créature sauvage, soit elle mord, soit elle s'enfuit. 3 semaines plus tard, la vérité arriva, non pas avec des mots, mais avec un coup de feu. Le temps s'était éclairci, laissant place à une journée d'hiver fraîche et d'une luminosité aveuglante. Leila s'était aventurée sur la ligne de crête à environ 3 kilomètres de la cabane pour pister un wapiti. Il regardait à travers sa longue vue en laiton, scrutant la vallée en contrebas quand il les vit. Des cavaliers. 3 d'entre eux montés sur de lourds chevaux de trait destinés à percer la neige profonde. Ce n'étaient pas des mineurs perdus ou des trappeurs errants. Ils portaient de longs cache-poussières sombres en toile, et même à cette distance, Leila pouvait distinguer le reflet des fusils à répétition posés sur leurs selles. Ils se déplaçaient délibérément, vérifiant systématiquement les anciens sentiers de chasse qui menaient à la montagne. C'étaient des détectives de Pinkerton, et ils suivaient la piste d'un montagnard qui avait quitté Leadville avec une file muette. Leila abandonna la piste du wapiti. Il sprinta vers la cabane, ses raquettes glissant expertement sur la poudreuse. Ses poumons brûlaient dans l'air raréfié de la montagne, son esprit tournant à plein régime. Les Pinkerton ne venaient pas dans les hautes terres pour des voleurs à la petite semaine. Ils venaient pour des bandes de chemin de Vertburn, des meurtriers et des primes de grande valeur. Il entra en trombe dans la cabane, surprenant Hattie, qui laissa tomber une tasse en étain. « Faites votre sac !» aboya Leila, en jetant son manteau et en se précipitant vers son coffre d'armes. Il commença à fourrer des boîtes de cartouches de calibre 44-40 dans ses poches et à vérifier le mécanisme de sa Winchester. « Nous avons de la compagnie qui monte par la crête sud. 3 hommes, lourdement armés, des Pinkerton, à en juger par leur manteau. » Hattie se figea. La couleur quitta son visage, la laissant aussi pâle que la neige dehors. Elle ne se dirigea pas vers son sac de voyage. Au lieu de cela, elle recula jusqu'à heurter le mur, sa poitrine se soulevant. « Hattie, bougez !» ordonna Leila en saisissant son fusil. « Ils seront là dans 20 minutes. J'ai une grotte près du glacier où nous pouvons nous cacher, mais nous devons partir maintenant. » Elle secoua la tête, ses mains volèrent à sa bouche, ses yeux écarquillés d'une terreur si profonde qu'elle arrêta Leila net. « Ce ne sont pas des Pinkerton, » dit une voix. Leila laissa tomber sa main de son fusil. La voix était douce, mélodieuse et cultivée, portant les voyelles distinctes et saccadées de la haute société de Boston. C'était une voix qui commandait l'attention, une voix complètement, totalement en désaccord avec la cabane au sol de terre. Hattie baissa les mains. Elle regarda Leila droit dans les yeux, la façade de la pupille brisée et sans valeur se brisant complètement. Elle se tenait droite, sa posture royale, ses yeux d'émeraude flamboyants d'un mélange de peur et de défi. « Ce sont des hommes employés par Marcus Vance, dit-elle, parlant clairement pour la première fois en 3 ans. Et s'ils me trouvent, Leila, tout le territoire du Colorado va saigner. » Leila la dévisagea. Les pièces du puzzle se réarrangeaient soudainement en une nouvelle image terrifiante. Il connaissait le nom de Marcus Vance. Chaque homme à l'ouest du Mississippi connaissait ce nom. Vance était un industriel impitoyable, un baron de l'argent qui possédait des politiciens, des juges et des villes entières. « Qui êtes-vous » demanda Leila, sa voix un murmure bas. Elle plongea la main dans le corsage de sa chemise de flanelle et en sortit un petit morceau de parchemin épais plié qui avait été scellé à la cire. Elle le lui tendit. « Mon nom n'est pas Hattie, » dit-elle, sa voix se raffermissant. « Je m'appelle Josephine Whitmore. Mon père était Elias Whitmore. Ces hommes qui montent la montagne ont tué ma famille pour voler nos concessions d'argent. Et ce que je tiens dans ma main est l'acte de propriété de la plus grande veine d'argent inexploitée d'Amérique du Nord. Ils tueront quiconque se mettra entre eux et moi. » Leila regarda l'acte, puis la belle femme tremblante devant lui, puis entendit le craquement lointain et sans équivoque de sabots lourds brisant la neige sur le sentier. Le montagnard chargea une cartouche dans sa Winchester. « Qu'ils essayent. »
Un pseudonyme, halota Joséphine, son souffle formant un nuage dans l'air glacial alors qu'elle grimpait la pente raide et glacée derrière Layla. Le nom que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un nom d'emprunt. L'homme qui a réellement ordonné le massacre de ma famille est Cornelius Sterling, du Sterling Silver Consortium de Denver. Il possède les juges, les shérifs et les bureaux d'analyse. Gardez votre souffle, Joséphine, ordonna Layla, sa voix tranchant à travers le vent qui se levait. Il ne regarda pas en arrière, ses raquettes massives traçant un chemin rapide et brutal dans la poudreuse pour qu'elle puisse le suivre. Sterling ou le diable en personne, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Les balles ne se soucient pas des noms. Ils s'étaient glissés par la fenêtre arrière de la cabane juste au moment où le bruit sourd de bottes frappait le porche avant. Layla avait attrapé sa Winchester, une paire de revolvers Colt, une sacoche de munitions et un sac en toile de pemmican et de pommes séchées. Il avait forcé Joséphine à enfiler sa plus lourde parka en peau de loup. Derrière eux et à 300 mètres plus bas, le claquement sec et autoritaire d'une porte défoncée résonna dans le canyon. « Ils sont à l'intérieur », murmura Layla, s'arrêtant une fraction de seconde derrière un affleurement de granit déchiqueté. Il sortit sa longue vue en laiton de son manteau et regarda la cabane en contrebas. 3 hommes se tenaient dans la neige à l'extérieur. 2 étaient descendus de cheval, leurs fusils à levier levés, balayant la lisière de la forêt. Le 3e homme, une brute colossale portant un chapeau melon totalement inadapté aux hautes terres, sortit de la cabane en tenant la robe sale et tachée de suie de Joséphine. Layla le reconnut instantanément. C'était Deacon Cobb, un régulateur notoire et un tueur à gages qui avait laissé une traînée sanglante dans le territoire du Wyoming avant de vendre ses services aux plus offrants du Colorado. À travers la longue vue, Layla vit Cobb pointer un doigt épais et ganté de cuir directement vers la crête de la montagne. Ils avaient trouvé les traces fraîches. « Bougez », ordonna Layla, saisissant le bras de Joséphine et la tirant plus haut. « Ils ont notre piste, mais ils ne connaissent pas cette montagne. Moi, si. » L'ascension était atroce. L'air à 3000 mètres d'altitude était mince et tranchant comme du verre brisé. Joséphine trébucha, ses poumons de citadine en feu, ses muscles hurlant de protestation, mais elle ne se plaignit pas. La fille terrifiée et muette du Silver Dollar Saloon avait entièrement disparu, remplacée par une femme animée par la volonté brute et désespérée de vivre. Quand elle glissa sur une plaque de glace noire, elle se mordit la lèvre pour ne pas crier de douleur et se hissa par les racines d'un pin tordu. 1 heure plus tard, le premier coup de feu retentit. La balle frappa le granit à quelques centimètres de la tête de Layla, le couvrant d'éclats de roches acérées. L'écho tonna à travers la vallée, un grondement terrifiant et roulant qui donnait l'impression que la montagne elle-même se déchirait. « Baissez-vous » rugit Layla, poussant Joséphine dans une dépression peu profonde dans la neige derrière un arbre abattu. Il tomba sur un genou, actionnant le levier de sa Winchester. Il ne tira pas à l'aveugle. Un montagnard savait que les munitions, c'était la vie. Il attendit, sa respiration lente et mesurée malgré l'adrénaline qui inondait ses veines. Il observait la lisière de la forêt en contrebas. Une ombre bougea contre le blanc. 50 mètres plus bas, Layla expira, ajusta la mire en fer sur l'obscurité en mouvement et pressa la détente. Le lourd fusil de calibre 44-40 recula contre son épaule. Un cri de douleur résonna sur la crête, suivi du bruit d'un corps lourd dégringolant dans les buissons. « Un de moins », dit Layla d'un air sombre. « Mais Cobb est malin. Il va nous contourner. » « Layla, » murmura Joséphine, sa voix tremblante, mais ses mains remarquablement stables, alors qu'elle tenait l'un de ses revolvers Colt de rechange. Il le lui avait mis dans les mains pendant leur fuite. « Regardez. » Elle ne pointait pas vers le bas de la montagne, mais vers le haut. Le coup de feu avait fait plus que révéler leur position. L'immense onde de choc acoustique avait dérangé la corniche de neige massive et surplombante près du sommet de la crête, juste au-dessus des hommes restants de Cobb. Layla regarda la masse de neige, puis les chasseurs en contrebas, et une lueur dangereuse et calculatrice s'alluma dans ses yeux gris. « Couvrez-vous les oreilles, Joséphine, dit-il doucement, et collez votre visage contre le sol. » Layla se leva, s'exposant à la vallée en contrebas. Une balle siffla près de son oreille, déchirant un trou dans le bord de son chapeau. Il l'ignora. Il leva la Winchester, visant non pas les hommes, mais le mur de poudreuse blanche, abrupte et précaire,
accroché à la paroi de la falaise, 100 mètres au-dessus d'eux. Il tira une fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Pendant un instant, rien ne se passa. Le monde semblait retenir son souffle. Puis, un son comme un grognement bas et guttural émana des eaux mêmes de la montagne. Un réseau de fissures profondes se propagea sur la surface blanche immaculée. « Accrochez-vous » cria Leila, jetant son corps massif sur celui de Joséphine, la protégeant entièrement sous la parka en peau de loup. L'avalanche se déclencha. Ce n'était pas une cascade. C'était un océan de morts blanches. Des centaines de tonnes de neige, de glace et d'arbres déracinés dévalèrent le flanc de la montagne avec la force d'une locomotive. Le sol trembla si violemment que les dents de Joséphine s'entrechoquèrent. Le rugissement assourdissant noya les cris des mercenaires en contrebas. Le bord de la marée blanche passa devant leur cachette, enterrant l'arbre abattu sous un mètre de poudreuse fraîche, mais le gros de la destruction s'engouffra dans le couloir naturel du canyon, exactement là où Cobb et ses hommes grimpaient. Le silence revint, lourd et absolu, rompu seulement par le tassement de la glace. Leila se releva lentement de Joséphine. Il lui brossa la neige du visage, ses mains rudes étonnamment douces. « Blessé? »« Non, » souffla-t-elle, fixant le paysage dévasté en contrebas. Le sentier, les arbres, les hommes, tout avait disparu, avalé par une tombe blanche massive et sans relief. « Sont-ils enterrés ?» confirma Leila, son visage impénétrable. « Peut-être morts, peut-être juste piégés, mais Cornelius Sterling a des ressources infinies. Si Cobb ne se présente pas au télégraphe de Denver, il enverra 20 hommes la prochaine fois. Nous ne pouvons pas rester ici. Venez! Les grottes de glace sont à 1,5 km plus haut. » La grotte du glacier était une cathédrale de lumière bleue gelée, cachée derrière une cascade qui avait gelé en novembre. C'était un secret que Leila gardait depuis une décennie. L'air à l'intérieur était calme et nettement plus chaud que le vent hurlant à l'extérieur. Leila gratta une allumette et alluma un petit feu sans fumée avec une botte de sauge séchée et de créosotier qu'il gardait dans une boîte en fer blanc près de l'entrée de la grotte. Les flammes oranges vacillantes dansaient sur les parois de glace translucides, projetant de longues ombres mouvantes. Joséphine s'assit sur une lourde peau de bison, les genoux ramenés à la poitrine, frissonnant alors que l'adrénaline la quittait enfin. Leila lui tendit une tasse en étain de neige fondue qu'il avait réchauffée sur le petit feu. « Buvez, » dit-il doucement. Elle la prit, ses doigts effleurant les siens. Il sentit la froideur de sa peau et fronça les sourcils. Il déboutonna son lourd cache-poussière en toile et le drapa sur ses épaules, l'enveloppant de l'odeur de fumée de bois, de cuir et de lui. « Merci, » murmura-t-elle, en prenant une gorgée d'eau tiède. Elle regarda autour de la caverne, puis vers Leila, qui nettoyait méthodiquement sa Winchester. « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui, 2 fois, si l'on compte la table de poker. »« Ne me remerciez pas encore, » dit Leila, en passant un chiffon huilé sur le canon en fer. « Nous sommes piégés sur une montagne avec un blizzard qui approche, pourchassés par le syndicat le plus riche du territoire. Vous avez dit que votre père était Elias Whitmore, l'ingénieur des mines? » Joséphine hocha la tête, ses yeux d'émeraude reflétant la lumière du feu. Il n'était pas seulement un ingénieur, c'était un visionnaire. Il croyait qu'il y avait un filon mer, le Goliath d'argent, comme il l'appelait, caché au fin fond de la vallée de Roaring Fork, près d'Aspen. Tout le monde pensait qu'il était fou. Le gouverneur Pitkin lui-même s'est moqué de mon père quand il a demandé une subvention d'exploration. Elle prit d'une inspiration tremblante, les souvenirs lui causant visiblement une douleur physique. Mais mon père l'a trouvé. Il y a 3 ans, une veine d'argent pur si riche qu'on pouvait la tailler avec un couteau de poche. Il a gardé le secret. Il savait ce que les hommes feraient pour ce genre de richesse. Mais il a fait une erreur. Il a fait confiance à Cornelius Sterling pour le capital nécessaire à l'achat discret des droits fonciers, et Sterling l'a trahi, devina Leila, la mâchoire crispée. Sterling nous a invités dans sa propriété de Denver pour signer les actes finaux, continua Joséphine, une seule larme traçant un sillon sur sa joue pâle. Mon père, ma mère et mon frère aîné. J'étais dans la bibliothèque quand les tirs ont commencé. Les hommes de Sterling, ils les ont simplement massacrés dans le salon. Ils ont saccagé la maison à la recherche des coordonnées géographiques de la concession, mais ils ne les ont pas trouvées,
Car mon père m'avait donné l'acte et la carte, dit-elle, sa voix se durcissant d'un chagrin féroce et brûlant. Je me suis enfui. Je suis sorti par la fenêtre et j'ai couru dans les bas-fonds de Denver. Je savais que Sterling possédait la loi, donc je ne pouvais pas aller voir les Pinkerton. Je me suis déguisé. J'ai arrêté de me laver. J'ai arrêté de parler. Si j'étais une mendiante muette et simple d'esprit, personne ne poserait de questions. J'ai erré de camp minière en camp minière, essayant de garder une longueur d'avance sur les hommes que Sterling envoyait pour me trouver. Et Josiah Crabtree? Demanda Layla. L'expression de Joséphine se tordit de dégoût. Il m'a trouvé gelé dans une ruelle de Leadville il y a 1 an. Il a réalisé que je savais coudre et cuisiner. Alors, il m'a déclaré comme sa pupille pour faire son travail. J'ai enduré sa cruauté parce que être totalement invisible au monde était le seul moyen de rester en vie. Layla arrêta de nettoyer son fusil. Il la regarda vraiment. Sous la suie, les haillons et le silence, elle possédait une résilience forgée dans le fer qui l'impressionnait. Elle avait déjoué l'un des hommes les plus puissants de l'Ouest pendant 3 ans, armé de rien d'autre que son intelligence et d'un secret terrifiant. « Vous êtes loin d'être Joséphine Whitmore », murmura Layla, un rare et léger sourire touchant les coins de sa bouche. « Et vous êtes loin du monde des hommes, Layla Boone », répliqua-t-elle, son regard rencontrant le sien, sans ciller et perçant. Un homme qui lit le grec ancien dans une cabane au sol de terre. Un homme qui tire avec la précision d'un tireur d'élite militaire. Pourquoi vous cachez-vous sur cette montagne? Layla détourna le regard, fixant le petit feu. Les ombres dans la grotte semblaient s'approfondir. La guerre de sécession, dit-elle doucement, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. J'étais capitaine dans l'armée de l'Union, 2e cavalerie du Colorado. J'ai été capturé à la bataille de Westport, envoyé dans un camp de prisonnières confédérés au Texas, Camp Ford. Il vit les yeux de Joséphine s'écarquiller de reconnaissance. Camp Ford était tristement célèbre, un enfer de famine et de maladie. J'ai survécu, continua Layla, sa voix dépourvue d'émotion. Mais les choses que j'ai faites pour survivre, les choses que j'ai vues des hommes se faire les uns aux autres pour une croûte de pain moisie ou une couverture, ça a brisé quelque chose en moi. Quand la guerre a pris fin, je suis retourné à l'Est à mon université. Mais les salons, la société polie, la politique, tout cela me semblait un mensonge. Les hommes portent des costumes et des cravates, mais en dessous, nous ne sommes que des bêtes attendant une excuse pour nous entre-déchirer. Alors je suis venu ici, dans la glace et la roche. La montagne est brutale, oui, mais elle est honnête. Elle ne vous sourit pas en tenant un couteau dans votre dos. Joséphine se rapprocha de lui. Le cache-poussière glissa légèrement de ses épaules. Elle tendit la main, ses doigts délicats et aristocratiques touchant doucement la peau rugueuse et cicatrisée de son avant-bras. « Tous les hommes ne sont pas des bêtes, Layla, » murmura-t-elle doucement. « Vous avez risqué votre vie pour une fille que vous pensiez être une muette sans valeur à une table de poker. Vous m'avez protégé. Il y a de l'honneur en vous, plus d'honneur que je n'en ai vu dans les manoirs dorés de Denver. » Le contact de sa main provoqua une secousse en Layla, plus puissante qu'un coup de foudre. Il baissa les yeux sur elle. La proximité était enivrante. Il pouvait sentir la légère odeur du savon à la lavande qu'elle avait utilisé dans la cabane, sous l'odeur âpre de la peur et de la neige. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, ses yeux cherchant son visage. Regardant au-delà de la barbe robuste et de l'extérieur froid, voyant l'homme blessé en dessous. Un instant, le monde extérieur, l'avalanche, les mercenaires, les barons de l'argent, tout disparut. Il n'y avait que la lumière bleue de la grotte de glace, le crépitement du feu et l'attraction indéniable et électrique entre 2 âmes brisées qui s'étaient trouvées dans la nature sauvage. Layla leva lentement la main, son pouce effleurant doucement la larme sur sa joue. Elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle se pencha dans son contact, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. « Joséphine », murmura-t-il, le nom sonnant étranger et magnifique sur sa langue. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, un cliquetis métallique et sec résonna de l'entrée de la grotte. La main de Layla quitta instantanément son visage et il attrapa la Winchester, se mettant sur pied d'un seul mouvement fluide. Il poussa Joséphine derrière lui dans les ombres plus profondes de la paroi de glace. Quelqu'un avait trouvé la grotte.
Le cliquetis métallique était le son d'un éperon heurtant la glace bleue et lisse à l'entrée de la caverne. Layla poussa Joséphine plus profondément dans l'alcôve, sa silhouette massive la protégeant complètement. La lumière vacillante du feu de sauge projetait de longues ombres dansantes, obscurcissant l'intrus pendant une seconde terrifiante. Puis, une botte lourde entra dans la lumière, suivie de la silhouette meurtrie et ensanglantée de Deacon Cobb. L'avalanche ne l'avait pas emporté, mais elle lui avait fait payer un lourd tribut. Le lourd cache-poussière en toile de Cobb était en lambeaux, son visage meurtri et couvert de sang gelé provenant d'une entaille sur son front. Son bras gauche pendait à un angle anormal, clairement cassé, mais sa main droite était stable. Et dans celle-ci, il tenait un lourd fusil de chasse Greener à double canon. Les marteaux s'armèrent avec un double déclic sinistre. « Vous êtes dur à tuer, Boone, » dit Cobb d'une voix rauque, son souffle sifflant entre ses dents. « J'ai perdu 2 bons hommes à cause de cette neige. Maintenant, j'ai froid. Je saigne, et ma patience est à bout. Donnez-moi la fille et le bout de papier qu'elle transporte, et je ferai en sorte que votre fin soit rapide. » Une balle dans la tête, propre. Layla ne bougea pas. La Winchester était fermement appuyée contre son épaule. La mire en fer était pointée directement sur le centre de la poitrine de Cobb. « Si vous tirez avec ce fusil à dispersion ici, Cobb, l'onde de choc fera tomber 100 tonnes de glace sur nos têtes. Nous mourrons tous. » Cobb cracha une giclée de sang sur la glace immaculée. « Je suis un homme mort de toute façon si je retourne voir Cornelius Sterling les mains vides. Je tenterai ma chance avec la glace. » La tension dans la grotte était un poids physique, plus lourd que la montagne au-dessus d'eux. Layla calculait les angles. Il était rapide, plus rapide que la plupart des hommes de la moitié de sa taille. Mais à cette distance, une décharge de chevrotine à double canon le mettrait en pièces avant que le levier de son fusil ne puisse cycler une seconde balle. S'il mourait, Joséphine serait entièrement à la merci de Cobb. « Monsieur Cobb », une voix claire et autoritaire résonna dans la caverne. Layla se raidit alors que Joséphine sortait de l'ombre derrière lui. Elle ne se recroquevilla pas. Elle ne se cacha pas. Elle marcha directement dans la lumière du feu, ses yeux d'émeraude flamboyants d'un feu féroce et froid qui rivalisait avec les parois glaciales autour d'eux. Dans sa main, elle tenait le parchemin plié et scellé à la cire. « Joséphine, reculez », gronda Layla, sa voix un avertissement sourd. Elle l'ignora, s'approchant du petit feu. Elle tendit l'acte de propriété au-dessus des flammes. La chaleur lécha les bords du papier épais, faisant brunir les coins. « Vous voulez la concession du Goliath d'argent, Monsieur Cobb ?» demanda Joséphine, sa voix stable et résonnant de l'autorité raffinée de son éducation aristocratique. « Vous voulez les milliards de dollars enterrés sous la vallée de Roaring Fork? Faites un pas de plus ou bougez votre doigt sur ces détentes, et je laisse tomber ceci dans le feu. Ce sera de la cendre avant même que la décharge de fusil ne nous atteigne. Vous pourrez fouiller mes restes calcinés, mais vous ne trouverez pas une seule coordonnée. » Cobb se figea. Ses yeux passèrent du canon du fusil de Layla au parchemin planant à quelques centimètres au-dessus des flammes. Sa cupidité luttait violemment avec sa soif de sang. Cornelius Sterling payait pour des résultats. Si l'acte brûlait, Cobb était pire que mort. Les hommes de Sterling le traqueraient jusqu'au bout du monde pour son échec. « Maintenant, baissez le fusil », ordonna Joséphine. Pendant une fraction de seconde, l'attention de Cobb vacilla, ses yeux rivés sur l'acte, le canon de son fusil de chasse s'abaissant d'un simple centimètre. Ce centimètre était tout ce dont le montagnard avait besoin. Layla ne tira pas avec la Winchester. Le risque d'effondrement de la glace était trop grand. Au lieu de cela, dans un éclair de mouvement né d'une survie désespérée à la frontière, il laissa tomber le fusil et tira le lourd couteau Bowie de 30 cm de sa ceinture en un seul arc fluide. Il le lança avec la force brutale d'un ours qui frappe. La lourde lame d'acier tourbillonna dans la lumière du feu et se planta jusqu'à la garde dans l'épaule droite de Cobb. Cobb rugit d'agonie, ses doigts se convulsant. Le fusil de chasse se déchargea, mais l'impact du couteau avait dévié sa visée. Une détonation assourdissante secoua la caverne alors que la chevrotine s'écrasa sans danger dans le plafond de glace au-dessus de leur tête. Avant même que l'écho ne s'estompe, Layla était en mouvement. Il franchit la distance entre eux en 2 enjambées massives, projetant tout son poids sur le mercenaire. Les 2 hommes s'écrasèrent sur le sol glacé, se battant dans la pénombre.
Cobb, désespéré et luttant pour sa vie, sortit un Derringer caché de sa botte avec son bras gauche cassé, pressant le minuscule canon directement contre les côtes de Layla. Un claquement sec retentit. Layla grogna, son visage se tordant de douleur soudaine et aveuglante, mais sa prise ne faiblit pas. Avec un rugissement qui ébranla les fondations mêmes du glacier, Layla tordit le poignet de Cobb, forçant le mercenaire à lâcher le petit pistolet et lui asséna un coup dévastateur à la mâchoire. Le tueur à gages devint mou, glissant inconscient sur la glace lisse vers l'entrée de la grotte. Layla recula, inchancelant, se tenant le flanc. Du sang, sombre et chaud, imbibait déjà sa lourde chemise de laine, s'égouttant sur le sol gelé. Il vacilla sur ses pieds, les bords de sa vision se brouillant dans l'obscurité. « Layla !» hurla Joséphine, laissant tomber l'acte et se précipitant à ses côtés juste au moment où ses genoux fléchissaient. Elle attrapa ses lourdes épaules, le guidant jusqu'à la peau de bison près du feu. La panique menaça de la consumer, mais le souvenir du massacre de sa famille durcit sa résolution. Elle avait joué la victime impuissante pendant 3 ans. Elle ne le ferait plus, pas alors que la vie du seul homme qui l'avait vraiment vu s'échappait. « Restez immobile », ordonna-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle déchira sa chemise, exposant la poitrine musclée et cicatrisée et le petit trou sombre juste sous ses côtes. La balle avait manqué son cœur et ses poumons, mais elle saignait abondamment. Elle devait panser la plaie et elle devait le faire maintenant. Sans hésiter, Joséphine attrapa une poignée de neige du mur de la grotte pour nettoyer la zone, ignorant le sifflement de douleur de Layla. Puis, elle prit un morceau de toile propre de son sac de provisions, le plia fermement et le pressa directement dans le trou de la balle, jetant tout le poids de son corps sur ses mains pour maintenir la pression. « Tout ira bien, Layla », murmura-t-elle férocement, des larmes coulant enfin chaudes sur ses joues, tombant sur sa poitrine. « Vous m'entendez? Vous n'allez pas me gagner à un jeu de poker pour mourir sur moi dans une grotte de glace. Nous avons une montagne à descendre. » Layla la regarda à travers des yeux mi-clos. La femme féroce et terriblement belle qui se battait pour sa vie était bien loin de la fille couverte de cendres de Leadville. Il leva une main tachée de sang, ses doigts s'emmêlant faiblement dans ses cheveux auburn. « Je ne vais nulle part, Joséphine, » dit-il d'une voix rauque en toussant faiblement. « Je suis un montagnard. Nous sommes trop têtus pour mourir. » L'hiver de 1881 fut le plus rude enregistré depuis une décennie, ensevelissant le monde massif sous la neige et la glace. Pendant 4 mois, Layla et Joséphine restèrent isolées dans la cabane des Hautes Terres, après s'être traînées depuis la grotte du glacier, suite au combat avec Cobb. Ces mois forgèrent un lien indestructible entre eux. Joséphine devint l'infirmière, la chasseresse et la gardienne, utilisant les instructions de Layla pour poser des pièges et rationner leur maigre réserve de nourriture, tandis que le montagnard se remettait lentement de sa blessure par balle. En retour, Layla lui apprit à lire le temps, à pister un cerf-mulet dans la poudreuse fraîche et à tirer avec un revolver Colt avec une précision mortelle. Le silence qui avait autrefois défini la vie de Joséphine fut remplacé par de longues soirées au coin du feu, à partager des histoires de son enfance à Boston et des jours de Layla avant la guerre. L'attraction qui avait jailli dans la grotte de glace se transforma en un feu profond et dévorant. Au moment où le dégel du printemps libéra enfin l'emprise de la montagne, fin avril, ils n'étaient plus une héritière en fuite et un montagnard reclus. Ils étaient les deux moitiés d'un tout, liés par la survie, la confiance et un amour féroce et indéniable. Mais l'ombre de Cornelius Sterling planait toujours sur eux. Ils ne pouvaient pas se cacher éternellement. Début mai, ils chargèrent des moules et firent la longue et ardue descente dans la vallée, contournant entièrement Leadville. Ils chevauchèrent durement pendant 1 semaine, se dirigeant droit vers la métropole animée de Denver. Joséphine avait abandonné la flanelle surdimensionnée et portait une tenue d'équitation bien ajustée qu'il s'était procurée dans un petit camp minier. Ses cheveux auburn étaient épinglés sous un chapeau élégant. Layla chevauchait à ses côtés, une silhouette imposante dans un costume noir sur mesure qui tendait ses larges épaules. Bien qu'il portât toujours ses revolvers Colt usés à ses hanches, Denver était une ville de briques, de fumée et d'ambition impitoyable, complètement étrangère à la paix des hautes forêts. Ils ne se rendirent pas chez les Pinkerton, ni chez le shérif local.
Josephine savait que l'argent de Sterling avait acheté la loi locale. Au lieu de cela, ils se rendirent au palais de justice fédéral nouvellement établi pour trouver le juge de district des États-Unis, Moses Hallett. Hallett était un homme connu dans tout le territoire comme une force rigide et intransigeante de la loi fédérale, entièrement insensible aux pots de vin des barons de l'argent. Layla ouvrit d'un coup de pied les lourdes portes en chêne des appartements privés de Hallett. Le fracas soudain réduisit la pièce au silence. Le juge, un homme au visage sévère avec une épaisse barbe blanche, leva les yeux de son bureau en acajou, choqué. Assis en face de lui, sirotant un verre de bourbon importé, se trouvait Cornelius Sterling lui-même. Sterling était un homme d'une immense richesse, vêtu de soie et de laine importée, ses mains manucurées reposant sur une canne à pommeau d'or. Il se tourna, un ricanement se formant sur son visage face à l'intrusion, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Josephine. La couleur quitta instantanément le visage du baron de l'argent. Il semblait avoir vu un fantôme. « Cornelius » dit Josephine, sa voix dégoulinant de glace alors qu'elle entrait pleinement dans la pièce, Layla se tenant derrière elle comme une montagne d'intentions létales. « J'ai entendu dire que vous me cherchiez. »« Garde !» hurla Sterling, se levant de sa chaise en cuir, sa canne tombant bruyamment sur le sol. « Huissier, arrêtez ces intrus. »« Asseyez-vous, Sterling !» gronda Layla, sa main reposant nonchalamment sur la crosse de son revolver. La pure menace dans son ton figea le baron sur place. Le juge Hallett se leva, son marteau à la main. « Que signifie cette intrusion? Qui êtes-vous? » Josephine se dirigea vers le lourd bureau en acajou et claqua le parchemin scellé à la cire sur le bois. À côté, elle plaça un petit journal en cuir taché de sang. Elle l'avait tiré de la poche du manteau de Deacon Cobb avant de quitter la grotte de glace. « Je m'appelle Josephine Whitmore, votre honneur, déclara-t-elle, les mots résonnant avec une clarté absolue. Phil Delius Whitmore. Ce document est l'acte de propriété légalement enregistré de la concession du Goliath d'argent dans la vallée de Roaring Fork. Et ce journal contient les registres détaillés et manuscrits d'un certain Deacon Cobb, un mercenaire à gages qui a consigné chaque paiement reçu de Cornelius Sterling pour assassiner mon père, ma mère et mon frère afin de voler cette même concession. Sterling se jeta sur le journal, son visage tordu dans un masque de pur désespoir. C'est un faux, c'est une folle, une usurpatrice. Avant que Sterling ne puisse toucher le livre, la main massive de Layla jaillit, saisissant le baron par les revers de son coûteux costume de soie et le soulevant sans effort de quelques centimètres du sol. Layla le projeta contre le mur avec assez de force pour faire trembler les cartes encadrées du territoire. « La seule chose fausse dans cette pièce, c'est votre respectabilité, Sterling. » gronda Layla, son visage à quelques centimètres de celui du baron terrifié. « Vous avez envoyé des hommes sur ma montagne pour tuer ma future femme. Rien que pour ça, je devrais vous briser le cou ici et maintenant. Mais Josephine veut que vous pourrissiez dans une cellule fédérale. Alors, c'est ce que nous allons faire. » Le juge Hallett, reconnaissant la gravité des documents et la vérité indéniable dans les yeux de Josephine, appela les marshals fédéraux. Alors que les marshals traînaient un Cornelius Sterling hurlant et protestant hors des appartements, le lourd fardeau de 3 ans de terreur se leva enfin des épaules de Josephine. Elle se tourna vers Layla, ses yeux brillants de larmes de soulagement non versées. Il laissa échapper un long et lourd soupir, relâchant sa prise sur son revolver, et la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. La guerre était finie. Le territoire était en sécurité, et le fantôme de Hattie la Muette avait enfin été mis au repos. La nouvelle de l'arrestation de Cornelius Sterling et de la découverte du Goliath d'argent provoqua une onde de choc de Denver jusqu'à Wall Street. Josephine Whitmore, autrefois le prix sans valeur d'une partie de poker en fumée, devint du jour au lendemain la femme la plus riche du territoire du Colorado. Mais fidèle à sa parole, elle ne laissa pas l'argent la changer, ni changer l'homme qui lui avait sauvé la vie. Voulez-vous que je vous raconte comment ils ont concilié leur nouvelle richesse avec leur vie dans la nature sauvage? Tandis que Josephine utilisait sa vaste fortune pour financer des orphelinats et construire des écoles à travers Denver, Layla n'abandonna jamais complètement les hautes forêts. Ils construisirent un grand domaine tentaculaire dans la vallée de Roaring Fork, juste au-dessus de la concession d'argent. Mais chaque hiver, lorsque les premières grosses neiges commençaient à tomber,
Ils laissaient derrière eux les domestiques et la vie mondaine. Ils chargeaient leurs mules et faisaient le long voyage de retour vers le mont Massif jusqu'à la robuste cabane en rondin. Là, entourés par la beauté honnête et brutale de la montagne, la baronne de l'argent et le montagnard trouvaient leur véritable foyer ensemble, dans la paix tranquille et ininterrompue de la nature sauvage.